Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Vous voyez mon écran là, vous voyez juste les slides? D'accord, ok, c'est très bien. Ok. Alors, bon, bah, évidemment, tout s'est effacé, bien que j'ai fait une copie d'écran. Ce que j'ai copié. Voilà, très bien. Vous voyez donc la partie que j'ai copiée tout à l'heure. Ok, alors je sais plus du tout. Est-ce que déjà vous m'entendez mieux? Est-ce que ça... Voilà, très bien. Ok. Alors, après, on parlait des réseaux et on disait... alors, je remets la vidéo. Voilà. Donc, je disais, quelle a été l'évolution au niveau des réseaux? Ok, d'accord, je vais lancer l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Donc, je reviens sur ce qu'on disait. Donc, par rapport au réseau, quelle est l'évolution qu'on a vue sur les réseaux? La question, c'était l'évolution des réseaux. Ici, donc Mehdi a parlé de l'évolution des ordinateurs, l'évolution des réseaux. Donc, je vois ici augmentation, Mehdi qui parle d'augmentation du débit. Oui. Et en fait aussi la diversité, on était parti par des réseaux filaires, après on est parti sur des réseaux, on va dire téléphoniques, après la DSL, après le Wi-Fi, aujourd'hui avec les satellites à basse fréquence et toutes ces choses-là dont qu'on a vu la dernière fois. Donc ensuite, on parle ici des architectures centralisées, distribuées, décentralisées. J'ai regardé le forum, je crois qu'il y a oui, tout à fait, Myriam, la 5G aussi. Maintenant, on commence à parler déjà de la 6G. Donc, j'ai regardé par rapport au forum. Donc, il y a pour le moment 20 réponses. Je vais pas trop les discuter, juste donc j'attends que d'autres personnes puissent entrer dans le forum et répondre. Donc c'est très bien pour ceux qui ont répondu, c'est déjà super, merci. Euh, et, euh, et voilà, donc on reviendra sur ça. Alors ici, ce que je vois aussi, c'est qu'on a parlé de la classification des systèmes. Donc c'était la classification que vous avez vue dans d'autres cours avec la classification de Flynn. Et puis, effectivement, les challenges avec tout ce qui est les problèmes de latence, problèmes de décomplexification des systèmes. Et donc, par rapport à ça, quel est en fait, si on voit les besoins, quels sont les différents types de besoins qu'on a évoqués la semaine dernière?
justement qui amène ces problèmes de latence et cette décomplexification des systèmes. Quelqu'un a une idée? Donc, on avait parlé de problèmes du big data et comme exemple et de l'analyse des données. Et donc du problème, voilà, donc très bien Anouar. Donc effectivement, il y a plus de données, donc automatiquement la capacité de traitement est beaucoup plus grande et du coup on a besoin de plus de stockage, en tout cas plus de capacité de stockage, effectivement, Mehdi, et un temps d'exécution qui est beaucoup plus rapide. Et du coup, on est passé, alors à travers ça, on a été vers quelle évolution? Quelles sont les deux solutions qu'on a vues au niveau des systèmes? Oui, oui, tout à fait. Donc, on a vu les systèmes distribués et il y avait les deux possibilités. Très bien. Donc, en fait, on a vu le shared memory et les systèmes distribués, sachant que la différence entre les deux, c'est vraiment shared memory. Dans les architectures ou dans les machines, on a une mémoire partagée, alors que dans les systèmes distribués, nous n'avons pas de mémoire partagée. Et en conséquence, il y a d'autres éléments qui sont, on va dire, qui sont apparus. Alors ensuite, une fois qu'on avait vu ça, qu'est-ce qu'on a vu, quel concept on a introduit ou qu'est-ce qu'on a vu tout simplement? Alors, on a vu la définition en fait. Vous vous rappelez, on a vu la définition des systèmes distribués. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé en tête? Quels sont les éléments clés de cette définition? Donc, je note. Qu'est-ce que c'est qu'un système distribué? Donc, c'est un système ni CPU, ni mémoire, ni horloge. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ni CPU? Donc, pas de partage, j'écrirai déjà ça. Donc, pas de partage euh, alors, qu'est-ce que vous avez dit juste avant? Euh, donc, Soufiane, vous avez dit que c'était un ensemble de nœuds. Ok, alors, euh, je préfère que vous parliez parce que le chat, ouvrez vos micros et vous me dites, s'il vous plaît, je préfère, c'est plus simple que de lire le partage. Donc, c'est un ensemble de nœuds reliés par un réseau, oui, qui communiquent par message, donc uniquement par message, et aucun partage ou pas de partage de mémoire ni d'horloge. C'est ce que j'ai lu dans. Peut-être que j'ai raté quelque chose, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu au niveau bon, c'est parti, c'est pas grave. Au niveau du chat. Donc, en fait, effectivement, c'est déjà. Je veux dire que bon, il y a l'essentiel de la définition. La seule chose, je crois, qui n'a pas été dite, ou alors je ne l'ai pas vu dans le chat, c'est l'indépendance. En fait, les nœuds, ce sont des nœuds qui sont complètement indépendants et qui sont effectivement interconnectés par le réseau et qui ont un objectif commun, c'est celui de la collaboration. Donc, ils sont là, en fait, ils sont connectés pour pouvoir réaliser un objectif commun. Très bien. Alors après la définition, on a vu, la dernière chose que nous avons vue, ce sont les niveaux de distribution. J'ai un problème avec ce Mac qui m'ouvre des fenêtres.
Donc la dernière chose que nous avons vue, c'était les niveaux de distribution. Là, je crois que personne n'en a parlé. Et dans ces niveaux de distribution, voilà, très bien. Donc c'était la distribution matérielle. Et on a vu des exemples à travers le e-télescope des données. On a vu le cas des bases de données distribuées ou tout simplement des fichiers distribués et au niveau application ou algorithme. Et c'est en fait ça, c'est avec cette notion de distribution d'algorithmes distribués que nous allons enchaîner le cours. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois et sur ce qu'on a discuté aujourd'hui? S'il y a des questions, c'est le moment. Sinon, si vous dites qu'il n'y a pas de questions, ben en fait, je vais passer au slide suivant. Ok, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions. Et donc après ça, s'il veut bien, voilà. Donc là, on va passer à l'exemple des algorithmes distribués et à travers aussi des exemples. Alors, j'ai vu en fait dans le forum, ceux qui ont répondu au niveau du forum, ils ont beaucoup parlé de consensus et effectivement, le consensus est un des problèmes, on va dire, qui se pose au niveau des systèmes distribués. Donc, en fait, l'enjeu, voilà. L'enjeu de l'algorithme, des algorithmes distribués, c'est en fait d'être capable de paralléliser et ou distribuer un traitement qui est séquentiel. Donc, quand on a un système centralisé, ben, en fait, on parle d'unicité, des trois unicités. On a unicité de lieu, on a unicité de temps et on a unicité d'action. Ce sont des machines Van Neumann et les machines de Van Neumann sont connues pour avoir une seule action à un instant T donné. Alors, donc on a unicité d'action. L'unicité de lieu, c'est qu'on a un seul processeur et tous les traitements se font au niveau de ce processeur. Et l'unicité de temps, puisque bien sûr, on a l'horloge qui gère l'ensemble. Lorsque on passe à l'algorithme distribué, ben en fait, ces trois unicités sont transformées par les trois multiplicités. Et donc, on commence à avoir la multiplicité de lieux, puisqu'on va avoir plusieurs processeurs, que ce soit en shell de memory ou en système distribué, on va avoir plusieurs processeurs. Donc, on va pouvoir avoir automatiquement plusieurs actions. Et puis, on a vu que dans les systèmes distribués, on n'a pas d'horloge commune et donc en fait, on a aussi plusieurs horloges, donc on a multiplicité de temps. Ce qui m'intéresse ici, c'est la multiplicité de lieux et donc du coup, et la multiplicité d'actions et donc du coup, ces actions, on pourrait ne pas les traiter en séquentiel comme on fait en centralisé, mais en fait, on peut les distribuer, voire les rendre parallèles. Alors, des exemples, l'exemple du produit de deux matrices, on en a déjà parlé la semaine dernière. Et donc, l'idée ici, c'est que si vous avez par exemple deux matrices 4-4, ou juste de 2 pour faire simple, mais en fait, vous pouvez mettre 4 processeurs dans le traitement et puis chaque processeur en fait, va avoir une action et l'action qu'on va affecter au processeur, en fait, ça va être le calcul d'un point du produit ou d'un élément du produit qui est le produit scalaire entre la première ligne et une ligne et une colonne de la deuxième matrice. On peut faire ça en parallèle en envoyant en même temps, c'est complètement indépendant et donc le parallélisme est tout à fait possible. On peut aussi faire ça de manière distribuée, surtout s'il y a des échanges entre les éléments. Ici, dans le cas du produit de deux matrices, il n'y a pas vraiment d'échange. Alors, un autre exemple qui est très intéressant et qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'évolution des systèmes distribués, c'est en fait le problème d'exclusion mutuelle.
Alors, le problème d'exclusion mutuelle, vous le connaissez, vous l'avez vu en système centralisé, c'est que, parce qu'en centralisé, même si on n'a pas en fait plusieurs processeurs, on a plusieurs process qui tournent sur le même process et sur le même processeur, pardon, et pour pouvoir en fait gagner et optimiser le temps d'utilisation du processeur. Et donc, l'exclusion mutuelle, ça veut dire que vous avez plusieurs process qui veulent utiliser en fait quelque chose, une partie de section critique, et on va tout à fait, et en fait on va ordonner si vous voulez les demandes, on va donner l'exclusion, ou en tout cas la section critique sera allouée au processeur qui en a fait la demande le plus, en fait, on donne la priorité à la demande la plus ancienne. C'est ce qu'on fait en centralisé. Alors, en réparti, c'est beaucoup plus compliqué de dire quelle est la demande la plus ancienne. Alors, pourquoi on ne sait pas dire la demande la plus ancienne, d'après vous? Je vous écoute. Qu'est-ce qui fait qu'en système distribué, il n'est pas facile de dire quelle est la demande la plus ancienne? Aucune idée? Exactement, Soufiane. Tout simplement, c'est parce que comme il n'y a pas d'horloge commune, les événements sont datés au niveau de chaque processeur, au niveau de chaque machine. Et donc, du coup, il suffit qu'il y ait un décalage, une non-synchronisation entre les horloges pour que, en fait, j'ai une demande qui soit faite à 10 heures et parce que l'horloge locale a dit que c'était 10 heures et une autre demande qui est notée à 10 heures moins 5 par une autre horloge, en fait, pour un problème de synchronisation, en fait, en temps absolu, celle de 10 heures moins 5 a été postérieure à celle de 10 heures. Donc, dans le problème, dans un système distribué, le fait qu'on n'ait pas d'horloge commune peut créer quelques soucis et on verra qu'il y a des solutions. On verra d'ailleurs dans le cadre de ce cours, on verra comment on peut régler ce problème d'horloge. Et on verra l'année prochaine, pour ceux qui vont suivre le cours système distribué, des solutions pour gérer l'exclusion mutuelle. Mais déjà cette année, ce que je veux qu'on voit tout de suite, c'est le problème du consensus. Et tout à l'heure, je parlais du forum, des personnes qui ont parlé du forum, et certains d'entre vous qui ont répondu ont parlé justement de ce problème de consensus. En fait, le problème dans un système distribué, pour que ça marche bien, il faut absolument qu'il y ait un consensus pour pouvoir collaborer et pour pouvoir aller tous ensemble vers cet objectif commun. Et donc, automatiquement, les processeurs qui sont là en train de collaborer ensemble doivent s'accorder sur une valeur, doivent s'accorder sur une décision, doivent prendre la même décision et la même valeur pour que les choses puissent fonctionner correctement. Et donc, un exemple pour illustrer ce consensus, c'est un exemple qui est très connu, c'est le problème des généraux qui veulent synchroniser une attaque. Et en informatique, on parle du problème des généraux byzantins. Et donc, en fait, l'idée ici, c'est que vous avez deux généraux qui ne sont pas dans le même lieu, ils sont distribués ou ils sont géographiquement distants, et ils veulent organiser une attaque. Et pour que cette attaque réussisse, il faut absolument qu'ils attaquent en même temps. Et donc, comme ils sont loin et qu'ils doivent communiquer, en fait, la seule manière, en tout cas la solution, c'est que le général 1 envoie un messager au général 2, sachant que c'est un temps de guerre, puisque là on parle d'attaque, et bien entendu, ça veut dire que on va dire le lieu ou la route ou le trajet n'est pas du tout un trajet fiable, et donc il est tout à fait possible que le messager
n'arrive jamais chez G2. Et donc, en fait, G1 envoie un messager à G2 pour lui dire, voilà, on va attaquer tel jour à telle heure. Le problème de ceci, c'est que G1 n'a aucune certitude que G1, que le messager est bien arrivé chez G2 et que G2 a été informé de la décision. Donc, face à ça, comment est-ce qu'on peut évoluer? Comment est-ce que le système peut avancer? Comment est-ce que G1 puisse savoir que en fait, le messager, que G2 est au courant ou pas au courant? Tout à fait. Ben, en fait, c'est un acquittement. Et donc, G2 va envoyer un messager pour dire très bien, j'ai bien reçu. Après, comment G2 peut savoir que G1 a reçu son acquittement? C'est le même problème, en fait, si le trajet n'est pas fiable. Bon, il n'est pas fiable pour le message initial, mais il n'est pas fiable pour l'acquittement. Et donc, la solution, c'est que G1 envoie un acquittement qu'il a reçu l'acquittement. Et en fait, ce problème, c'est un problème, on va dire, en fait, c'est une boucle infinie, parce que envoyer l'acquittement et l'acquittement de l'acquittement, et donc en fait, c'est un problème qui, comme ça, n'a pas de solution. C'est une boucle qui est une boucle infinie. Alors, en système, si on prend ce problème et qu'on le projette sur les problèmes des systèmes distribués, ben en fait, les généraux, ce sont tout simplement les nœuds. Les messagers, ce sont tout simplement les messages. Et le trajet non sécurisé, ben, c'est tout simplement les réseaux non fiables. Et donc, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire ceci de manière, on va dire, correcte et valable, et que la collaboration et la distribution fonctionnent bien, en fait, il faut résoudre ce problème de consensus. Alors, c'est un problème, comme je l'ai dit, qui se pose beaucoup. Et vous avez pas mal d'algorithmes dans la littérature qui ont essayé de plusieurs façons différentes de traiter ce problème de consensus. Et en fait, ce serait quoi ce problème? En fait, c'est vérifier déjà que les nœuds actifs prennent part à la décision. C'est-à-dire, on a un système distribué, on a vu la définition, c'est un ensemble de nœuds. Et l'idée, quand on veut prendre une décision, ben, ceux qui ne sont pas actifs, c'est-à-dire les nœuds qui sont défaillants, en fait, ils ne vont pas prendre part à la décision. C'est un peu normal. C'est comme si dans les généraux, vous avez des généraux qui sont décédés ou qui ne sont pas, qui sont en congé ou je sais pas quoi. Ils ne vont pas participer à la décision ou ne vont pas participer à l'attaque. Seuls les généraux en poste vont participer à l'attaque. Et donc ici, c'est exactement la même chose. On va veiller à ce que les nœuds actifs prennent part à la décision et à ce que tous les nœuds actifs prennent part à la décision. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut aussi s'assurer que tous les nœuds actifs adoptent la même décision. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait convergence. On ne peut pas avoir les uns qui prennent une décision X alors que les autres appliquent une décision Y. Et la décision porte forcément sur les valeurs qui sont proposées. C'est-à-dire qu'on ne va pas ramener de nouvelles décisions. On doit décider. Alors, exemple de l'exclusion mutuelle dont je parlais tout à l'heure. Il y a un ensemble de nœuds qui doivent se mettre d'accord sur qui va avoir la section critique. Et donc, seuls les nœuds actifs vont concourir pour la section critique. Donc, il faut veiller à ce que tous ces nœuds actifs prennent part à la décision. Il faut qu'on soit sûr que tous les nœuds actifs adoptent la même décision, c'est-à-dire tous décident que c'est le nœud I qui va entrer en section critique, et comme ça, on ne va pas se retrouver avec une partie qui décide que c'est I et une autre partie qui décide que c'est J, et on se retrouve dans la section critique avec deux processeurs. Ça ne marchera pas.
Et bien sûr, donc ici, la décision va porter sur les valeurs proposées. Les valeurs proposées, c'est je rentre en section critique, je ne rentre pas en section critique. Ce sont ça, en tout cas dans cet exemple qui est là. Alors, ce problème, il est très, comme je disais, il est très récurrent. L'exemple qu'on donne ici, c'est que, bon, en fait, il y a un ensemble de personnes et puis on leur demande est-ce qu'ils veulent prendre du thé ou du café. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas servir du café et du thé. On ne servira qu'une seule chose. Et en fait, ici, en l'occurrence, par exemple, pour régler cette chose-là, ben, en fait, on demande à chacun qu'est-ce qu'il veut. Il y en a trois qui veulent du café et deux qui veulent du thé. Et donc, le consensus, c'est de prendre la majorité et de dire que tout le monde aura du café. Donc, voilà un peu l'idée. Et donc, ici, on se met d'accord sur le consensus et qu'on se met tous d'accord sur le café. C'est une manière de régler le problème du consensus. Euh, il y a d'autres manières, mais en tout cas, c'est aussi une manière. Alors, un exemple qui est très parlant dans ce problème de consensus, c'est en fait quand on exécute des transactions sur des bases de données. Si je prends une base de données centralisée, alors une transaction ou une requête, c'est un ensemble d'opérations. Et vous savez très bien, euh, ah oui, oui, Youssef, dans le cas de l'égalité, eh ben, effectivement, ça pose problème. Je n'ai pas voulu parler de ça parce que, juste pour faire plus vite, ben, en cas d'égalité, il y a une règle. Il faut mettre une règle. Soit, en fait, il y a une priorité. Et donc, dans le cas de l'égalité, soit la priorité, c'est le café ou le thé, et donc on fait ça. Sinon, en fait, on fait un deuxième tour, ce qui est tout à fait aussi possible. Mais en tout cas, dans ce genre de choses, il faut déterminer, il faut se mettre d'accord sur une règle et c'est cette règle qui va être appliquée. Mais effectivement, c'est un problème dans ce cas-là qui peut se poser. Il y a en tout cas différentes manières de gérer ce type de choses. Et parfois, en fait, il suffit qu'il y en ait un, d'ailleurs, dans l'exemple que j'étais en train de discuter, par exemple, il suffit qu'il y en ait un qui demande le café, même s'il y en a 10 qui demandent le thé, alors qu'il y en a un seul qui demande le café, pour que tout le monde ait du café. En fait, c'est une règle qu'il faut mettre en fonction de ce qu'on est en train de régler et de la cohérence de ce qu'on est en train de régler. Donc, je reviens sur la transaction dans un système centralisé. Lorsqu'on a une requête, c'est un ensemble d'opérations et en fait, on a la règle d'atomicité, c'est-à-dire c'est que soit toute la requête s'exécute, soit rien ne s'exécute. Vous connaissez très bien cette propriété on va dire, de l'atomicité puis de la validation d'une requête dans un système centralisé. Dans un système distribué, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une transaction, mais cette transaction, c'est un ensemble d'opérations. Mais les opérations, euh, vous avez une opération qui s'exécute sur un process, vous avez deux sur un autre processeur, vous en avez trois sur un autre processeur. En tout cas, vous avez une distribution des traitements. Et du coup, pour pouvoir dire est-ce qu'on va valider ou pas valider, il faut qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire on ne validera, alors là la règle est claire, on ne validera que si les opérations se sont bien déroulées au niveau de chaque machine. Il suffit que sur une machine, sur un processeur, quelque chose de mal soit arrivé pour que en fait la décision soit en fait on ne valide pas mais plutôt on annule. Alors, pour pouvoir faire ce type de traitement, en fait, il y a plusieurs algorithmes. Alors, l'algorithme le plus simple, c'est celui en tout cas, l'idée de l'algorithme le plus simple, c'est celui que je vous propose. C'est qu'en fait, on décide d'un coordonnateur, on va choisir un processeur qui va jouer un rôle, on va dire, particulier. Qu'est-ce qu'il va faire ce coordonnateur? En fait, au bout d'un certain temps, il va demander, il va envoyer des messages, parce que c'est la seule manière de fonctionner. Il va envoyer des messages à tous les nœuds qui participent à la transaction et il va leur demander comment ça s'est passé chez vous. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous êtes pour la validation ou vous êtes pour
l'annulation. Est-ce que vous êtes pour le café ou est-ce que vous êtes pour le thé? C'est exactement ça l'idée. Et le coordonnateur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en fait, il va recevoir toutes les réponses et en fonction de ces réponses, ben, en fait, on décide, il leur demande d'annuler ou de valider. Comment? Ben, tout simplement, si tout le monde a dit qu'on peut valider, eh ben, en fait, tout va bien. Ça veut dire que la validation, elle sera faite, elle va être en fait ordonnée. Si tout le monde, s'il y en a un, pardon, qui demande d'annuler parce qu'il n'a pas pu réaliser la tâche qu'on lui a affectée, ben, tous les autres seront obligés d'annuler aussi. Le coordonnateur va décider d'annuler. Et donc là, c'est une solution, c'est la solution la plus facile parce que c'est une solution qui est, on va dire, qui ressemble à la solution centralisée. Et en fait, dans les algorithmes distribués, généralement, le premier algorithme distribué qu'on réalise, il est très proche de la solution centralisée. Et au fur et à mesure, en fait, on arrive à avoir des solutions qui sont beaucoup plus, on va dire, intelligentes, entre guillemets, ou qui sont beaucoup plus adaptées à la solution distribuée et qui peuvent être plus intéressantes. Alors, juste pour voir, est-ce que vous avez un peu compris cette idée de complètement distribué ou du centralisé like. Si en fait on voulait faire traiter l'atomicité sans ce coordonnateur, ça voudrait dire qu'il faudrait faire quoi? Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce qu'on peut arriver à une décision commune, mais sans passer par ce coordonnateur à qui tout le monde parle et à qui tout le monde dit ce qu'il veut faire? Le minimum de temps, ça, j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que tu veux dire par minimum de temps, Youssef? Tu peux allumer ton micro, peut-être c'est plus intéressant. Youssef, Madame, tu m'entends? Oui. Madame, je pense qu'il faut, si on ne veut pas utiliser un coordonnateur, je pense qu'il faut avoir un minimum de temps, Mhm. un minimum de temps euh, pour laisser le temps aux autres de s'exécuter avant de mettre, par exemple, une décision finale. C'est juste une proposition. Oui, oui, non, mais c'est une bonne proposition. Tu veux dire, Youssef, qu'il faut mettre un timer, c'est ça? C'est-à-dire que quand Oui, on oui, lance, on met un timer pour s'assurer qu'au bout de ce timer, s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ça ce que tu veux dire par le minimum de temps? oui, madame. D'accord, très bien. Ben, effectivement, les timers, on les utilise beaucoup dans les systèmes distribués. Parce qu'en fait, quand on n'envoie pas de message, tout à l'heure qu'on parlait des généraux qui envoyaient un messager, en fait, on peut dire, ben, en fait, le temps pour que le messager puisse aller à l'autre bout et revenir, il lui faut aller 2 jours. Si en fait, au bout de 3 jours, enfin, le général n'a pas eu de retour, ben, en fait, il en déduit que le messager a été décédé en cours de route, en tout cas, il a été tué. Et donc, du coup, il en déduit aussi que le deuxième général n'est pas au courant de son information. Effectivement, le timer, on l'utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'il nous permet de faire des hypothèses. Alors, ce n'est pas forcément des hypothèses, on va dire, qui sont conformes à la réalité, mais en tout cas, ça nous permet de faire des hypothèses. Euh, alors, un d'entre eux joue le coordonnateur. Ben, en fait, non, c'est ce qu'on veut éviter. Parce qu'à chaque fois qu'on dit coordonnateur, ça veut dire qu'il y en a un qui va gérer la chose. Les nœuds doivent communiquer entre eux, tout à fait, Sofiane. Les nœuds doivent tous communiquer entre eux, oui. Et pour faire quoi? Donc, oui.
C'est-à-dire qu'en fait, la solution distribuée, c'est que tout le monde envoie à tout le monde et à la réception de les messages, qu'on soit sûr que tout le monde va prendre la même décision. Donc c'est un peu plus difficile. Voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est un peu plus difficile que dans le cas du coordonnateur, surtout que c'est assez difficile de s'assurer que les autres vont prendre la même décision que soi et que cette décision va être réalisée. Le problème, en fait, un des problèmes clés des systèmes distribués, c'est en fait l'incertitude. Alors, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, je vais le noter. Donc, en fait, on est souvent dans l'incertitude parce qu'on ne sait pas. On fait des hypothèses sur ce qui se passe de l'autre côté, mais en fait, on n'est jamais certain que c'est exactement ça qui est en train de se faire ou qui va se faire. Et du coup, voilà, donc je voulais juste vous pousser à réfléchir un peu à justement la distribution, quand on veut une distribution complète, même au niveau algorithmique, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, la réflexion a été lancée, c'est bien, il y a eu quelques éléments. Et donc, je reviens sur l'idée du coordonnateur. Euh, et donc ici, ce coordonnateur-là, comment est-ce qu'on peut décider qui va être le coordonnateur? Et alors, juste pour aller plus vite, je ne vais pas attendre le retour. En fait, on a des solutions d'élection. Donc, en fait, tout simplement, exactement comme dans la vraie vie, où on organise des élections pour élire nos représentants. Mais en fait, ici, c'est un peu la même chose. Le coordonnateur, c'est un peu le représentant de tous les sites du système pour cette action, pour ce problème bien particulier. Et donc, on peut avoir un algorithme d'élection dans ce cas particulier. Et donc, justement, dans le slide suivant, euh, on, on parle, je vous donne un exemple d'élection. Et donc, en fait, là, on a vu un exemple d'algorithme ou de problème dans lequel on a besoin de coordinateurs. Et en fait, il y a énormément d'algorithmes ou de problèmes qu'on peut résoudre à travers le coordonnateur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des solutions, les solutions qui sont basées sur des coordinateurs, ce sont des solutions qui sont très proches de ce qu'on sait faire en centralisé. Donc, il y a juste à rajouter cette phase d'élection pour dire c'est qui va être le représentant de tous les autres sites. Et puis après, la solution ressemble beaucoup à la solution centralisée. Donc en fait, c'est quoi le problème de l'élection? Ben, en fait, c'est choisir un processus parmi l'ensemble là, il y a une petite erreur parce que je parle de processus et de processeur. Donc, en fait, c'est soit je parle en processeur, soit je parle en processus. Bon, allez, on va prendre processeur pour faire plus. Donc, c'est un choix d'un processeur parmi un ensemble de processeurs, donc toutes les machines ou tous les nœuds du système distribué. Donc, l'idée, c'est de choisir un nœud parmi un ensemble. Et on veut choisir un pour jouer le rôle justement, pour être le coordonnateur de tout le système. Et en fait, il n'y a pas de particularité, c'est-à-dire tous les nœuds peuvent jouer le rôle. Il n'y a pas des nœuds qui peuvent jouer ce rôle et des nœuds qui ne peuvent pas jouer ce rôle. On suppose dans ce type d'algorithme, c'est que tous les nœuds peuvent jouer ce rôle. La seule problématique, c'est qu'il faut qu'il y en ait un seul, un et un seul. Parce que si jamais, au niveau de notre élection, on se retrouve avec deux coordonnateurs, ben, le problème qui va se poser, c'est que si j'ai deux coordonnateurs, peut-être qu'ils ne vont pas prendre la même décision, peut-être que les uns vont annuler pendant que les autres vont valider si je reprends toujours l'exemple des bases de données et des transactions. Et donc, quand est-ce qu'on peut avoir besoin de cette élection? Ben, en fait, la première fois pour avoir un coordonnateur, mais en fait, puisque rien n'est fiable, ce coordonnateur peut en cours de temps
tomber en panne. Et s'il tombe en panne, ben, en fait, on reste sans coordonnateur et il faut réélire un nouveau coordonnateur pour pouvoir continuer. Donc, en fait, ce processeur d'élection permet, soit initialement, soit en cours de route, de choisir un et un seul site qui joue le rôle de coordonnateur. Alors, il y a plusieurs algorithmes dans la littérature. Celui que je partage avec vous, c'est un algorithme qui est peut-être un des plus simples. Alors, ces slides que vous voyez là, en fait, ce sont des slides en fait, que j'ai pris des slides de M. Bay. Alors, peut-être que, donc ici, l'idée, c'est que la première chose, c'est qu'on connaît, c'est-à-dire on a nos hypothèses, c'est qu'on connaît le nombre de processeurs qu'on a dans le système et chaque processeur a une identité, c'est-à-dire qu'il a un nom. Alors, ça peut être l'adresse IP ou ça peut être un nom quelconque. En tout cas, chaque processeur a une identité fixe. Et donc, le problème en tout cas de Bully, si on comme ça, c'est que un, tout process peut initier l'élection. Et pour initier l'élection, comment est-ce que les autres peuvent savoir que qu'un process a initié l'élection? Quelle est la manière avec laquelle j'ai un process A qui initie l'élection? Quelle est la manière avec laquelle le processus B et C et D qui sont dans le même système vont en fait savoir qu'une élection a été lancée par le process A? Une idée? Tout simplement. En fait, ça doit être un réflexe. À chaque fois que on vous pose la question, à chaque fois que vous avez envie, que vous avez une information que vous voulez communiquer d'un nœud A à un nœud B dans un système, il ne faut pas réfléchir. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution possible, c'est envoyer un message. Donc, tout à fait là, très bonne réponse. Donc, il faut envoyer un message. Et du coup, le process qui initie l'élection, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va envoyer un message pour dire, mais en fait, je me présente ou je me propose pour devenir coordonnateur ou en tout cas pour être élu. Et ici, dans ce cas, je ne l'ai peut-être pas dit ici, il ne s'est pas écrit. Donc, le processeur élu, donc c'est en fait, là, je disais que c'est l'algorithme, c'est un algorithme qui est assez simple. Le processus élu sera celui dont l'identifiant est le plus élevé. C'est-à-dire si j'ai par exemple le premier qui s'appelle A et le deuxième qui s'appelle B, C, D, E, si je dis que c'est le plus élevé, ça veut dire que c'est le E. Si en tout cas tous ceux-là sont actifs, c'est le E qui sera élu. Donc en fait, on va donner celui qui sera élu, c'est celui qui aura l'identité en fait, la plus élevée. L'idée, c'est que ici, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on est parti du fait qu'on peut élire n'importe quel processeurs, tous les nœuds sont équivalents et tous peuvent jouer le rôle de coordonnateur. Maintenant, il nous faut un et un seul. Et du coup, pour pouvoir avoir un et un seul, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours créer ce qu'on appelle une asymétrie. Tout à l'heure, je parlais de règles quand on m'avait dit si on a autant de café de choix de café que de thé. Donc, j'avais dit qu'il faut mettre une règle. Donc, il faut toujours une asymétrie, il faut toujours créer une asymétrie pour pouvoir enfin, en tout cas, prendre une décision. Et ici, l'asymétrie, bah, c'est dire l'identifiant qui a la valeur la plus élevée ou l'identifiant qui a la valeur la plus faible ou l'identifiant qui commence par A ou en tout cas tout ce que vous voulez comme asymétrie, mais vous devez obligatoirement avoir une asymétrie. Donc, le process qui initie l'élection, qu'est-ce qu'il fait?
Ben, en fait, comme la symétrie qu'on a décidé, c'est l'identifiant le plus élevé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un message, c'est la seule manière, on a dit, de fonctionner. Il va envoyer un message aux autres processeurs aux autres processeurs, mais pas tous les processeurs. Il ne va envoyer qu'à ceux qui ont un identifiant qui est plus grand, qui est plus élevé que le sien. Donc, il va envoyer élection à tous les process I dont l'identifiant est supérieur à l'identifiant. Alors, je suppose que ici, c'est le P qui envoie le message, donc ici, c'est l'identifiant de P. Il envoie à tous les I dont l'identifiant est supérieur. D'accord? En fait, si on suppose que c'est l'identifiant le plus grand qui va répondre, ou en tout cas qui sera élu, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si je préfère commencer par le deuxième, si en fait un des process I qui reçoit ce message, qui est actif, qu'est-ce qu'il va, il va dire? Il y a une demande d'élection. Mon identifiant est plus grand et plus élevé que l'identifiant du P qui a en fait initié cette élection. Et donc, du coup, ça veut dire que ce n'est pas le P qui doit être élu, mais c'est plutôt moi qui dois être élu. En tout cas, si les autres qui ont des identifiants supérieurs sont actifs, sont inactifs. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? P va recevoir un acquittement du style oui, je suis au courant que tu as lancé un process ou pardon une élection et oui, je suis actif, oui, j'ai un identifiant qui est plus grand que le tien et je suis actif, donc c'est moi qui vais devenir comment dire quel est le mot qu'on utilise quand on veut se présenter? C'est moi le candidat, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, il dit, très bien, je suis au courant qu'il y a une élection qui doit être lancée, donc c'est bon, donc toi, tu ne vas pas être élu, puisque je suis actif et que mon identifiant est plus élevé, et je me porte candidat. Maintenant, si il n'a pas de réponse, qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'a pas de réponse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que il y a probablement un timer, et si au bout de ce timer, il n'y a pas de réponse, ben en fait, ça veut dire que le site, ou en tout cas le process à qui il a envoyé, ben en fait, n'est pas actif, donc ça veut dire qu'il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu et il n'est pas actif, donc du coup, ça veut dire qu'il ne peut pas être élu. Donc ça, c'est si vous voulez, la première portion de l'algorithme. Maintenant, le process qui reçoit ce message. Là, en fait, on était parti sur l'envoi. Maintenant, le process qui reçoit le message, c'est-à-dire l'ensemble des process I qui sont là, qui ont reçu le message. Comment ils vont se comporter face à ce message-là? En fait, si l'identifiant de R est le plus grand de tous, ben, en fait, il envoie un message de victoire, je suis l'élu. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'est pas le plus grand, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il envoie exactement comme on a dit tout à l'heure, il envoie un acquittement et R va être égal à P et puis on va aller vers A, c'est-à-dire à nouveau ce P, ce nouveau R, il va envoyer le message d'élection à ceux qui sont plus grands et ainsi de suite jusqu'à ce que ça converge. Alors, le slide suivant donne un schéma. Donc, je suppose que le 4, c'est lui qui initie l'élection. Qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer à tous ceux qui ont un identifiant plus élevé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il envoie au 5, il envoie au 6, il envoie au 7. Il n'envoie pas au 3 parce que son identifiant est inférieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? On va avoir, alors le 7, il est défaillant. On suppose qu'il est défaillant, donc ça veut dire qu'il n'est pas actif, ça veut dire qu'il ne va pas recevoir de message et ça veut dire qu'il ne va pas répondre. Par contre, le 5 et le 6, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent. Pourquoi ils répondent? Ils répondent parce que tous les deux sont actifs.
Et qu'est-ce qu'on a dit? Une fois qu'ils répondent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun d'entre eux va prendre la place du 4 pour pouvoir faire un deuxième tour des messages. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le 5, il va envoyer l'élection, le message d'élection à ceux qui ont un identifiant plus élevé, c'est-à-dire au 6 et au 7. Le 7 étant défaillant, il répondra de toute façon pas. Et le 6, oui, il y aura effectivement, oui, oui, Youssef, il y aura des répétitions inutiles, je suis tout à fait d'accord, et j'ai commencé par dire que c'était l'algorithme le plus simple et le plus basique. Il y a bien entendu des algorithmes qui sont beaucoup plus intéressants que celui-ci. Vous avez tout à fait raison, Youssef. Donc là, en fait, on va avoir le 6 qui va lui n'envoyer que au 7 parce que le 7 est le seul qui est plus élevé. Et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire le 6? Que va faire le 6 à ce niveau-là? Et une fois qu'il a reçu le message du 5, qu'est-ce qu'il va faire? Tout à fait. Il va prendre la place du 5, c'est-à-dire qu'il va envoyer un message de OK à 5. Donc, il va dire OK à 5, c'est-à-dire c'est bon, c'est moi qui est candidat pour le moment. Et au bout d'un temps T, il ne va pas recevoir de réponse au bout de ce timer, il ne va pas recevoir de réponse du 7, et donc automatiquement, il en déduira qu'il est en fait l'élu, et ce qu'il va faire, ben, le 6, il va envoyer à tout le monde, et cette fois, il envoie à tout le monde, pas uniquement à ceux qui étaient impliqués dans l'élection, mais il envoie à tout le monde pour leur dire, ben, c'est moi votre coordonnateur. D'accord? Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est pas très optimisé, mais c'est pas très compliqué comme algorithme. Et donc ici, l'idée c'est de vous donner une vision, puisqu'on est toujours dans la partie introduction, je vous rappelle, c'est de vous donner une vision sur quand on est dans un système distribué, nos algorithmes, ben, en fait, ils évoluent et ils évoluent avec beaucoup de messages, puisque c'est la seule chose que l'on sait faire. Et ces messages peuvent effectivement parfois être non optimisés. Et puis tout l'enjeu et tous les défis, bah, c'est de pouvoir faire les algorithmes les plus optimisés possibles pour que le temps d'exécution bah, en fait, soit le plus performant. Donc ici, on a vu que l'élection s'est basée sur le partage des identificateurs, c'est-à-dire cette asymétrie dont j'ai parlé tout à l'heure, elle était basée sur les identificateurs, mais on peut imaginer un tas d'autres critères que les identifiants. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme critères? Ce sont, comme je disais tout à l'heure, il faut créer des asymétries et en tout cas de mise en place de tout ceci. Est-ce que vous avez des idées est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent pour mettre les critères? On peut imaginer un critère de charge. Un coordonnateur, en fait, il fait son travail. En plus, il sert la communauté, on va dire. Donc, peut-être qu'on peut, au lieu d'avoir le critère sur les identifiants, c'est d'avoir les critères sur la charge. C'est-à-dire, c'est de prendre celui qui est c'est ça, le moins chargé. On peut prendre celui qui a la plus grande puissance de calcul. On peut prendre celui qui est connecté, qui a en fait un canal réseau le plus rapide, donc celui qui est connecté, voilà, tout à fait à la rapidité. Et donc en fait, c'est ça l'idée, c'est de toute façon de créer une asymétrie. L'identifiant, c'est vraiment le machin le plus simple, ça ne bouge pas, c'est statique, donc on n'a pas besoin de temps en temps de rafraîchir les informations, mais on peut avoir un tas d'autres critères qui peuvent être plus utiles et plus intéressants. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'aimerais bien avoir des réponses, des oui, des non, des je ne sais pas encore. Ok, donc Yasmine, Oumaima, c'est clair. Mohamed, très bien. Parfait.
Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant quand je vous pose cette question et que vous me répondez? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une élection? En fait, on est peut-être pas le choix du coordonnateur, parce que je pense que le coordonnateur, il est élu, donc je suis le coordonnateur. Je prends toutes les informations que vous me donnez. Si c'est que des oui, ben en fait, je dis tout à fait c'est bon, donc je prends la décision, c'est bon et je passe. Et si quelqu'un dit non, ben en fait, je donne davantage de réponses. Et la décision qui est prise, c'est soit oui, soit non. C'est-à-dire que, et comme je disais tout à l'heure on avait posé la question sur l'égalité. Ici, dans ce contexte-là, on n'a pas besoin d'égalité. S'il y en a un qui dit non, ben en fait, je vais essayer de donner plus d'informations, en tout cas plus d'explications, revenir sur des concepts. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est rien d'autre que en fait, la recherche d'un consensus. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a un consensus que tout le monde a compris? Ou est-ce qu'il y a un consensus dans lequel certains n'ont pas compris et dans quel cas ben, il y a une action à réaliser? Donc voilà, je pense que vous l'avez bien vu. En tout cas, il y a moi, il y a Sofiane et Youssef et Nour Hoda qui ont vu ça. C'est très bien. Excellent. Alors, maintenant, j'ai ce slide sur l'utilisation. J'ai beaucoup hésité. En fait, c'est un slide que j'avais déjà. J'ai beaucoup hésité à le laisser ou pas. Puis au final, je l'ai laissé. En fait, pourquoi je l'ai pas, j'ai hésité, c'est parce que tout simplement, je l'ai pas mis à jour. C'est un slide qui quand même date de 2011. Je veux dire que ces utilisations-là datent de 2011 et aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Mais bon, après, je l'ai laissé en voyant que, en fait, peut-être que l'information la plus importante à tirer de ce slide-là, c'est que les systèmes distribués sont utilisés et sont demandés dans quasiment on va dire tous les contextes. Ça part de tout ce qui est monde de finance et de commerce à la société de l'information avec tout ce qui est web, digital libraries et ce type de choses. Tout ce qui est en fait créativité, jeux, musique, ce type de choses, tout ce qui est santé, et puis là, bon, on le sent très bien depuis cette histoire de Covid, où en tout cas ça a pris le dessus et c'est quelque chose qui en tout cas devient de plus en plus importante. L'éducation, pareil, hein, là on est en train de travailler, en tout cas de faire un cours. Classiquement, on est dans une salle, puis là chacun est chez lui. Donc on est chacun sur son ordinateur et on est tous reliés par des réseaux. Alors des réseaux, certains d'entre nous sont sur du mobile, d'autres sont sur de la DSL, d'autres sont peut-être sur la fibre et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on a aussi une hétérogénéité au niveau des réseaux. Tout ce qui est transport, alors tout ce qui est science et la gestion de l'environnement, tout ce qu'on appelle aujourd'hui donc l'écologie et l'environnement. En tout cas, euh, il y a énormément plus de choses, ou en tout cas d'applications ou de contextes dans lesquels les systèmes distribués ont un sens et peuvent apporter quelque chose. Alors, je vais terminer cette partie introductive avec des tendances. Sachant qu'on reviendra sur ces éléments-là par la suite pour ne pas les voir uniquement comme tendance, mais aller un peu plus vers le fond des choses. Donc, les tendances, alors je ne sais même pas si je peux encore parler de tendances, c'est des choses qui sont là aujourd'hui, c'est même pas vraiment, en tout cas ce dont je parle maintenant, c'est même pas des choses qui sont dans les tendances, mais c'est quelque chose qui est déjà là. Donc en fait, on a tout ce qu'on appelle l'Internet moderne et la pervasité. En fait, c'est toute l'émergence
de la technologie de réseautage omniprésent. Il y a quelques années, on n'avait pas de smartphone. Il y a quelques années, on n'avait pas d'Internet chez nous. Pour pouvoir lire juste nos mails, en fait, il fallait être à l'EMI, en tout cas en ce qui nous concerne. Ensuite, bon, très vite après, on a commencé à voir l'Internet chez nous à travers la ligne téléphonique, et puis on a commencé à avoir l'Internet par ADSL, et après la 4G, et après maintenant la 5G, ainsi de suite. Et donc, en fait, on a cette technologie de réseautage pardon, omniprésent, et donc, du coup, c'est, on va dire, la connexion continue. Alors là, je peux penser que je parle de personnes, mais en réalité, je ne parle pas que de personnes. Et donc ici, dans ce schéma-là, si vous voulez, ou dans ces imbrications, en fait, sur quoi se base le calcul ou le pervasive computing? En fait, sur tout ce qui est sensor, tout ce qui est capteur. Donc les capteurs, bien sûr, sans fil. Et c'est à travers ça qu'en fait, on va à tout ce qui est IoT ou l'Internet des objets. Vous avez tout ce qui est donc les RFID, les RFID, alors soit les actifs, soit les passifs. Vous avez tout ce qui est barcode, tout ce qui est QR code aujourd'hui, qui permettent aussi ce type de choses en tout cas. Vous avez aussi tout ce qui est informatique mobile et ubiquitaire. Alors, l'ubiquité et la pervasité, ce sont deux notions qui sont très, très proches. Et donc, ici, c'est l'idée de l'intégration de beaucoup plus d'entités qu'avant. Alors, ça peut être des téléphones, mais ça peut être aussi, vous voyez ici sur mon schéma, une plante munie d'un petit capteur, un capteur peut-être qui mesure le taux d'hydratation enfin comment on appelle ça, donc de la terre qui est dedans. Et à partir d'un certain niveau, en fait, on peut actionner un arrosage ou ce type de choses. Donc en fait, ici, on peut avoir tout ce qui est smart home. Et donc, on peut aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes, en tout cas de foyers, où les gens installent des caméras, et juste à travers leur smartphone, quand ils sont à l'autre bout du monde, en fait, ils visualisent complètement ce qui se passe chez eux. Donc voilà, c'est des choses qui ne sont pas des tendances, mais qui sont sincèrement déjà là. Vous avez là aussi, alors c'est pas non plus des tendances, c'est des choses qui sont déjà là, tout ce qui est en fait service ou système distribué multimédia, Netflix, ce qu'on est en train de faire avec Webex, les accès aux chaînes TV, et ainsi de suite. Donc là aussi, c'est des choses qui évoluent énormément. Et bien sûr, tout ce qui est cloud computing. Alors, par contre, ce qui est plus tendance, c'est le cloud distribué. Donc, avant, on parlait beaucoup de cloud computing, maintenant, on parle beaucoup plus de cloud distribué. Et on parle aussi de edge computing. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup, mais je vais lancer un forum, justement, pas tout de suite. Je disais qu'on allait avoir un retour sur toutes ces notions-là. On aura un retour sur toutes ces notions-là, et à ce moment-là, je lancerai un forum sur justement la notion de edge computing. Alors par contre, ce qui est vraiment tendance, alors vous avez, je ne sais pas si vous le savez ou pas, si vous connaissez vous avez le Gartner, chaque année, en fait, ils donnent des prévisions. Alors en fait, c'est une courbe, ils appellent ça le hypergraph. Et en fait, vous avez les choses qui arrivent au sommet de la courbe. C'est ce qui est, on va dire, chaud. Ce qui descend, c'est un peu, si vous voulez, les choses qui sont matures, qui deviennent, on est un peu dans la maturité. Et ce que vous avez là, en fait, c'est des choses qui sont montantes. Alors, donc, vous avez des choses qui sont en bas de la courbe, et puis d'année en année, en fait, ça va remonter ça devient quelque chose qui est traité de manière intensive jusqu'à ce qu'il y ait une maturité. Et donc, cette année, ce qu'ils ont, alors j'ai pris juste ce schéma, je n'ai pas pris toute la courbe. Et donc, les tendances qu'ils proposent, en fait,
se base beaucoup sur les systèmes distribués. Et donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais l'Internet, on parlait des Internets des objets. Ici, on parle de l'Internet des comportements. Alors ça, on ne va pas revenir sur l'Internet des comportements, mais je vais lancer ça m'intéresse, donc je vais lancer, on verra, est-ce que c'est un forum ou un wiki pour ces choses-là. Il y a le cloud distribué. Alors, il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est aussi en fait Intelligent Composable Business. Alors ça, Gartner, mais en fait, ils disent que avec la composition en fait existe depuis longtemps, la composition de services, c'est-à-dire que dans un système, alors qu'il soit d'ailleurs distribué ou pas, on peut avoir des microservices ou des services, chaque service qui réalise une tâche bien particulière. Et lorsqu'on veut réaliser une application, plutôt que de la faire from scratch, ce qu'on peut faire, ben, c'est essayer d'identifier quels sont les services qui sont déjà existants, que je peux prendre et que je peux composer ou que je peux orchestrer. On parle aussi on parle de composition, mais on parle aussi d'orchestration, de telle manière que ça réponde aux besoins que j'ai. Donc je m'arrête sur juste les trois premiers, mais vous avez en fait Anywhere Operations, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la pervasité. Vous avez l'intelligence artificielle et là, vous avez beaucoup de choses aussi avec un niveau de distribution. En tout cas, là, ils les ont organisés sous forme de on va dire, de trois orientations. Ici, c'est l'approche people-centric. Donc, en fait, ici, on regarde la personne. Et donc, ici, c'est les comportements, c'est les comportements des personnes. Ici, c'est tout ce qui est lié à la localisation. Donc, en fait, c'est l'indépendance de la localisation. Et quand on parle de distribution, ben, en fait, c'est justement ça. Et puis ici, c'est tout ce qui est résilience aux entreprises. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà réalisé un wiki? Le forum, je sais que déjà en compilation, on vous en a pas mal donné. Je vous en ai donné un là. Non. Alors, si vous n'en avez pas fait, moi, je pense que on ferait un wiki avec ces éléments-là. Donc, le wiki sur Moodle. Ok, donc je vais aller plutôt sur le wiki. Je vais l'organiser et la semaine prochaine, je vous donne les détails sur le wiki. Alors, ce que je vais vous demander, c'est peut-être de travailler par groupe, parce que vous êtes 70, je crois, c'est ça? Vous êtes 70? Alors, c'est quoi le wiki? En fait, le wiki, c'est tout simplement, enfin, le Moodle nous propose ce type de choses. C'est tout simplement des pages web qu'on peut d'ailleurs même publier si on veut que ce soit public. On peut le laisser privé, mais on peut aussi le publier, que ce soit public. Et l'idée, c'est qu'on aura une page qui va expliquer qu'est-ce que c'est que l'Internet des comportements. On aura une page qui va expliquer ce que c'est que le cloud distribué et ainsi de suite. Donc, on aura un certain nombre de pages. Bon, vous êtes 70. euh, je pense que là, on en a 9. On peut en rajouter peut-être 9 autres. Et donc, vous travaillerez plutôt par 4. C'est une sorte de Wikipédia, si vous voulez, où vous avez une page pour chaque concept. Mais je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant et quelque chose qu'on peut même garder. Et puis, si même on a envie de le publier, si on trouve qu'il est intéressant, ben, en fait, on le publiera bien sûr, avec les auteurs qui l'ont fait et le cas dans lequel ça a été fait. Ok, donc on va aller vers ça, mais je reviendrai vers vous pour plus de détails la semaine prochaine. Alors, la synthèse de cette partie, je ne sais pas quelle heure il est, la synthèse de cette partie introduction, ben, en fait, l'idée, c'est de se doter de préférence à moindre coût de puissance de calcul, de puissance de stockage, ben, en fait, en ajoutant autant d'entités que l'on veut. Aussi en regroupant des entités existantes. On verra, on parlera de grappes, de clusters, de data centers.
C'est en fait tout ce qui est on a vu tout ce qui est communication entre les entités via, on a dit différents types de réseaux, LAN, WAN, satellite à basse puissance, Wi-Fi, mobile et tout ce dont on a parlé. Et bien sûr, chaque type va avoir des protocoles différents. On a vu aussi que, en fait, tout ça, il y a eu un engouement dès les années 90, donc ça fait quand même maintenant une bonne vingtaine d'années. Les choses évoluent évidemment, sont plus, on va dire, plus matures, mais déjà dans les années 90, on parlait de tout ça. Euh, Pardon. Et donc, on a vu le besoin accru des utilisateurs en termes de performance. Vous vous rappelez de la problématique des data et des big data, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle et autres, où on a besoin d'une grande puissance de calcul, on a besoin d'une grande disponibilité, donc en fait, on doit avoir une bonne performance. Ça peut être aussi des choses au niveau organisationnel, on a vu l'adaptation géographique, ce qu'on est en train de faire. Donc chacun est dans son petit coin et donc on est obligé d'être dans un système distribué avec des machines distantes. Tout ce qui est modularité, la modularité rejoint pas mal tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec la composabilité ou le Intelligent Composable Business, l'extension, le partage des ressources. Vous vous rappelez du e-télescope. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont eu la curiosité d'aller regarder ce qui se passe avec le e-télescope? Oui, alors vous avez pris des photos, Youssef? Ça marchait pas madame, parce qu'il faut avoir un compte dans leur site pour avoir accès à leur téléphone. Mais en fait, il y a le gratuit. Vous avez aussi il y a une formule gratuite. Moi, j'ai cherché, j'ai pas pu Ah oui? Et Myriam, tu as pu avoir tu as pu utiliser la version gratuite? Myriam? Je vois que tu as dit un oui ou c'était un oui pour autre chose. Ah non, c'était un oui pour autre chose. Normalement, en fait, normalement, c'est vrai que je ne l'ai pas essayé non plus, mais il y a une possibilité. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a une possibilité d'avoir une utilisation gratuite. Alors, l'importance en fait sociétale de l'utilisation de l'Internet, du web, des IoT, des IOB et ainsi de suite. Et puis l'importance technique du passage à l'échelle, de l'amélioration de la fiabilité, de la distribution. Donc, ce sont en fait, une synthèse de tout ce qu'on a vu dans cette première partie. Alors, juste avant de boucler cette introduction, ici, en fait, je fais une synthèse on va dire, d'un autre point de vue. Et donc, on se pose la question où en sommes-nous maintenant? Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que on a un système distribué et on va avoir des problèmes à résoudre grâce à ces systèmes distribués. Tout à l'heure, on a parlé du problème du consensus, on a parlé du problème de l'élection. Donc, en fait, on peut avoir d'exclusion mutuelle ou produit de deux matrices ou un tas d'autres de problèmes réels qui se posent dans ce contexte-là. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir décomposer ce problème P en petits bouts. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Parce que même en centralisé, quand vous écrivez un programme, ben en fait, on vous a toujours dit, vous le divisez en modules et vous faites chaque module. Alors, on va dire la base des choses, ben en fait, chaque module, c'est une procédure ou là une fonction. Et voilà, donc c'est quelque chose que vous savez faire. Ensuite, sauf que là, en fait, c'est pas le même critère. Il y a le critère de qu'est-ce que je vais distribuer et qu'est-ce qui va s'exécuter dans chaque coin. Ensuite, définir l'ordonnancement des différents pays et aussi les échanges entre eux. Est-ce que, en fait, est-ce que c'est comme le produit de deux matrices où j'envoie et j'attends juste la fin et je fusionne les différents résultats et j'ai mon résultat? Ou est-ce que, en cours de route,
je dois faire un traitement, donc j'ai le PJ qui fait des traitements, mais pour qu'il puisse avancer, il a besoin que le PK lui envoie quelque chose. Donc il y a tout un ensemble d'échanges qu'il va falloir réaliser. Alors quand on parle du parallélisme, généralement il n'y a pas beaucoup d'échanges, mais quand on parle de distribution, il y a de l'échange. Et donc chaque pays, oui, 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 Ahmed, tu veux dire quelque chose? Ok, donc je pense que c'est juste un problème de manipulation. Non, Donc, madame, c'est un problème de... ok, pas de souci. Donc, après, il faut se poser la question où va être exécuté chacun des pays qu'on aura créés, dans quel site? Alors, le choix, alors la puissance, le réseau, la fiabilité, la disponibilité. Donc, en fait, différents choix rentrent là-dedans pour pouvoir décider comment on fait ceci. Donc, en fait, il y a un ensemble de choix, la décomposition, l'ordonnancement, les échanges et la location. Alors, toutes ces choses-là, vous n'allez pas, on ne va pas répondre à tous ces problèmes-là, on ne va pas répondre à ça au sein de ce cours. C'est un cours qui est beaucoup plus dédié au concept et au paradigme. Et donc, le modèle de programmation et concurrence, donc qui permet d'exprimer le problème sous forme de plusieurs petits bouts, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, c'est quelque chose en fait que vous allez voir l'année prochaine dans le cours système et algorithmes répartis en troisième année, c'est l'année prochaine, Inch'Allah. Vous allez avoir tout le problème de synchronisation, comment assurer la collaboration, comment assurer la synchronisation, toutes ces histoires de coordination, les valeurs partagées, tout ça. C'est aussi des choses que vous allez voir en système et algorithmes répartis. Tout ce qui est communication, gérer l'information entre différentes machines. Alors, vous avez différents cours pour ça. Vous avez le cours réseau que vous êtes en train de faire en ce moment, de suivre en ce moment. Vous avez le cours Hero qui va arriver dans quelques semaines. Et vous avez le J2E. Alors, je crois que le .NET a été supprimé, n'est-ce pas? Vous n'avez plus le cours .NET. Normalement, c'est un cours de deuxième année. Si, vous l'avez encore le .NET. Ah, bah très bien, bien, parce qu'à un moment donné, j'avais cru. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, c'est dans la nouvelle filière. Pardon, c'est dans la nouvelle filière qui va être supprimée. Et en fait, et J2E, ces deux cours, ils sont en cours en ce moment. Vous avez commencé ces deux cours ou pas encore? Vous avez commencé J2E et .NET aussi, vous l'avez commencé? D'accord, ok. Bah donc, en fait, là, pour J2E, alors je sais que mes collègues qui font le cours J2E et .NET ne parlent pas beaucoup, en tout cas, ils n'orientent pas le cours dans la distribution, mais en fait, tout ce que vous faites dans J2E et .NET est utilisable et réutilisable dans tout ce qui est distribué. Alors, je continue donc sur les besoins. Alors, vous avez la cohérence et la réplication, donc comment améliorer la fiabilité et la performance. Alors généralement, alors dans les systèmes centralisés, en fait, on n'a pas beaucoup de problèmes de cohérence parce que, enfin, je rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, unicité de lieu, unicité de temps, unicité d'action. Dans les systèmes distribués, ben, on peut avoir des problèmes de cohérence. On utilise parfois la réplication ou la redondance, mais il faut que quand on a la redondance ou la réplication, il faut quand même que ce qui se passe sur un site soit cohérent avec ce qui se passe dans l'autre site et il y a tout un ensemble d'algorithmes pour ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le cours base de données distribuée, c'est pareil, c'est l'année prochaine. Tout ce qui est tolérance aux fautes, c'est quelque chose aussi qu'on voit en troisième année avec les systèmes distribués. La sécurité, pareil, on ne parlera pas beaucoup de sécurité alors que la sécurité, c'est un point fondamental au niveau des systèmes distribués. C'est un cours que vous avez aussi en troisième année. Et tout ce qui est virtualisation, alors la virtualisation, je pense qu'on vous en parle déjà un peu cette année. Je crois qu'on vous en parle
La virtualisation, on en parle dans pas mal de cours, donc j'ai mis ici et ailleurs. Je suppose que dans J2E, on vous en parle. En tout cas, il y a dans un cours d'administration de système, on vous en parle. En tout cas, la virtualisation, c'est une notion que vous voyez dans plusieurs cours. Donc voilà, j'ai voulu en fait, pour situer pour situer les choses, j'ai tenu en fait à vous faire cette projection pour voir que, en fait, quand on parle de système distribué, c'est réellement un gros package. Le cours de cette année permet de vous introduire les fondamentaux, de vous introduire vraiment les concepts de base et on verra par exemple comment est-ce qu'on fait les communications, quels sont les différents types de communication, quels sont les différents types d'architecture. Donc c'est beaucoup plus vers ça qu'on va aller plutôt que vers, si vous voulez, la résolution de problèmes bien particuliers qui sont vus dans d'autres cours par la suite. Bien, alors si vous n'avez pas de questions, je vais passer donc à la deuxième partie. On va donc entamer, alors là si vous regardez le plan et l'organisation, donc on a déjà fait l'algorithme distribué consensus, on a déjà vu les domaines d'utilisation et les tendances, et donc ce qui nous reste à voir, ce sont les défis. Je ne sais pas. Ouais, on a le temps. Ok, alors juste avant de démarrer les défis, je voudrais savoir si vous avez des questions sur cette première partie. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, que j'éclaircisse ou tout simplement que vous voulez discuter? Ok, ben, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de discussion, si tout vous semble bon, ben, en fait, on continue. Et on entame les défis du système distribué. Donc en fait, on a la définition du système distribué, un ensemble, je rappelle, un ensemble de nœuds, pas d'horloge, pas de mémoire et pas d'état global. La communication se fait complètement par message. Donc le premier défi, si en fait on visite cette définition, le premier défi qu'on peut avoir, c'est le défi de l'hétérogénéité. C'est-à-dire que les nœuds peuvent être des nœuds totalement hétérogènes et l'hétérogénéité même, on verra à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que je peux d'ailleurs aujourd'hui, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont connectés à travers leur smartphone. Par exemple, l'ACT, il me semble que vous êtes sur votre téléphone. Et par exemple, Kelemchi qui est sur son ordinateur. Je sais pas si, en tout cas, si WebEx est fiable, c'est ce que WebEx me fait apparaître sur l'interface. Et donc là, ce sont deux nœuds qui sont hétérogènes. Et le système d'exploitation qui est sur notre système, alors il y en a qui ont probablement, alors là, WebEx ne me le dit pas, mais il y a probablement qui ont des Mac, d'autres qui ont des PC, d'autres qui sont sur des tablettes, d'autres qui sont sur leur smartphone. Et donc, on a une hétérogénéité déjà matérielle. Mais on a aussi vous pouvez tous, vous pouvez avoir peut-être, enfin tous ceux qui ont des PC, vous n'êtes peut-être pas sur le même système d'exploitation. Il y en a peut-être qui ont un Windows X et les autres qui ont un Windows Y, d'autres qui sont sur Linux et donc et puis même sur Linux, il y en a qui sont sur Red Hat et d'autres sur d'autres distributions. Donc on peut avoir différents niveaux d'hétérogénéité et ces niveaux d'hétérogénéité, il faut les gérer. C'est important, sinon ben, en fait on va envoyer des messages. Et donc, un message qui sort pour dire rouge et il arrive de l'autre côté, il comprend vert. Donc, c'est un problème, c'est un défi qu'il faut régler. On a le défi de l'openness, où l'openness, c'est en fait l'ouverture. Et donc, l'ouverture, c'est la capacité de pouvoir communiquer et de rajouter sans faire un grand effort.
bien sûr, tous ces points-là dont je suis en train de parler, on y reviendra de manière plus détaillée. Vous avez la transparence et on a déjà parlé la dernière fois de transparence. Donc en fait, on avait dit qu'un système distribué, c'est un système qui doit être, la distribution doit être transparente à l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur doit utiliser le système comme si c'est, comme en fait s'il est sur un système centralisé. Et là encore, exactement comme ce que j'ai dit pour la transparence, il y a plusieurs niveaux. C'est exactement pardon, la même chose que ce que j'ai dit pour l'hétérogénéité. Il y a plusieurs niveaux de transparence. Donc, vous avez la transparence à la distribution, mais vous pouvez avoir la transparence au PAN, la transparence à la migration, la transparence à plusieurs choses. Et là encore, on verra plusieurs niveaux. Il y a si je ne me trompe pas, 8 niveaux différents de transparence que l'on va visiter plus tard. Alors, vous avez la scalabilité ou le passage à l'échelle. On a parlé dans la première partie introduction d'un besoin d'une grosse ou d'une grande puissance de calcul. Mais en fait, parfois, vous avez des systèmes qui ont besoin toujours plus et il faut qu'on soit capable d'élargir ou d'agrandir les systèmes sans altérer le fonctionnement du reste. C'est-à-dire, quand on est dans un système centralisé, ben en fait, si votre machine ne répond plus à vos besoins du point de vue puissance, qu'est-ce que vous faites? Ben en fait, vous en achetez à une autre qui est plus puissante. L'idée des systèmes distribués, c'est que je laisse tout ce que j'ai, mais je connecte de nouvelles entités qui augmentent la puissance du système. Et donc, c'est l'idée du passage à l'échelle ou de la scalabilité. La disponibilité de ressources, c'est aussi un défi. Comment faire en sorte que les ressources soient disponibles, on va dire, 100% du temps si c'est possible, mais en tout cas avec un pourcentage assez fort. La sécurité dont on a parlé tout à l'heure, c'est un grand défi des systèmes distribués. Et puis là, donc, vous allez avoir tout un cours l'année prochaine sur ça. La gestion des fautes ou la gestion de panne, le problème de la concurrence et le problème de la qualité de service. Mais en fait, on parle aussi, si vous voulez, pour aller plus loin, d'autres problèmes comme la mobilité, la fiabilité, la synchronisation, on l'a vu avant, le temps partagé, la localisation, l'état global et ainsi de suite. Alors nous, on va parler de tous les défis en noir, mais on focusera beaucoup plus sur ceux qui sont sur les 5 premiers, ceux qui sont en italique, c'est des choses qui seront vues davantage dans d'autres cours. Alors, je commence par l'hétérogénéité. Donc, en fait, il y a, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, plusieurs niveaux d'hétérogénéité. Vous avez la distribution en fait qui peut se placer, on l'a déjà vu au niveau de quatre niveaux, on avait parlé de 3 niveaux tout à l'heure. Ici, ben, en fait, on rajoute en plus du niveau matériel, du niveau application, du niveau réseau, ben, on rajoute le niveau système d'exploitation et je venais d'en parler tout à l'heure. Et en fait, on peut même aller plus loin à la réalité, c'est-à-dire que vous vous rappelez tout à l'heure quand je disais qu'on pouvait avoir des applications par composition d'un ensemble de services. Ben on peut même imaginer que dans cette distribution, on puisse avoir même une hétérogénéité au niveau des langages de programmation. C'est-à-dire qu'en fait, je compose 3 services, mais un est écrit avec Python, il est écrit en Java et le troisième est écrit en C++. Et d'ailleurs, dans le cours Hero, on verra cette hétérogénéité au niveau du langage de programmation, puisqu'on descendra à un niveau plus bas c'est-à-dire qu'ici, on est à un niveau assez élevé, et avec le cours Hero, on descend à un niveau d'abstraction un peu plus bas. Donc, en fait, la distribution, je disais qu'elle peut se placer à 4 niveaux. Donc, on a 4 niveaux d'hétérogénéité. Alors, quelle est la définition de l'hétérogénéité? Ben, c'est tout simplement la différence qui peut exister entre les différents composants. Alors, je disais tout à l'heure, des smartphones avec des tablettes, des systèmes ou des machines Mac et des PC,
Ça, c'est au niveau matériel. On a dit aussi au niveau système d'exploitation. Donc, la différence qui peut intervenir, je parlais de Linux, Windows ou macOS ou Android ou autre. Les applications, ben, je venais de dire que je peux avoir en fait plusieurs applications que je veux, en tout cas qui doivent échanger entre eux. Et puis le réseau, là encore, vous avez du Wi-Fi, du filaire et ainsi de suite. Et là encore, je suppose que chacun d'entre nous, en tout cas, certains sont sur du mobile, d'autres sur du filaire, d'autres sur du Wi-Fi, d'autres sur peut-être la fibre et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, il y a la différence et il y a ce qu'implique la différence. Ce qu'implique la différence, par exemple, si je prends l'aspect matériel, vous avez une machine X et une machine Y. Vous avez une machine 32 bits et vous avez une machine 64 bits. Si vous envoyez un entier qui est représenté sur 64 bits dans une machine X et que vous envoyez ces 64 bits sur la machine qui, elle, représente ces entiers en 32 bits, c'est un gros point d'interrogation. Comment la machine qui représente ces entiers sous forme de 32 bits se comportera face à un entier qui est représenté sous 64 bits? Est-ce qu'elle va diviser en deux et va considérer que c'est deux informations différentes? Est-ce qu'elle va tronquer et donc prendre que 32 bits, alors je ne sais pas les 32 bits de droite ou les 32 bits de gauche, mais dans tous les cas, quel que soit ce qui va être fait, l'information qui va être comprise par la machine qui reçoit cet entier-là, en fait, elle comprendra quelque chose qui est complètement différent de ce qu'a envoyé la machine source. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez une machine source qui envoie bleu et la machine cible, elle comprend vert. Et donc là, c'est un grand problème parce que tout ce qui va venir après serait tout simplement incohérent. Et vous vous rappelez tout à l'heure, on a évoqué le problème de l'incohérence. Alors, donc en fait, ces différences, il y a la différence et il y a en fait ce que implique la différence. Et donc, évidemment, il faut trouver des solutions pour que les choses puissent fonctionner correctement. Alors, on verra qu'en fait, il y a deux grandes orientations pour régler le problème de l'hétérogénéité. Il y a en fait des choses standards et dans le cadre des réseaux, en fait, on a, en tout cas en réseau Internet, on a plus ou moins réglé la chose, je peux dire qu'on l'a réglé, en mettant en place des standards. Alors, je sais que vous êtes en train de voir en ce moment votre cours réseau et je pense que, je ne sais pas où c'est que vous en êtes dans le réseau, vous êtes déjà arrivé, vous avez commencé à parler du TCP, TCP/IP ou pas encore? Très bien. Donc, en fait, on vous a probablement dit que c'est le protocole, c'est en tout cas un protocole standard qui est utilisé aujourd'hui. Et donc, dans l'environnement des réseaux, ce problème-là a été plus ou moins réglé par des standards que l'on met en place. Et donc, tout réseau avant d'envoyer quelque chose, il doit se mettre au diapason de ce standard et donc il va en fait communiquer moyennant ce standard qui est là. Du point de vue matériel, si je prends l'exemple que je viens de donner, celui des entiers, en fait, on utilise plutôt, alors il n'y a pas de standard. Ça aurait été bien s'il y avait des standards, parce qu'à ce moment-là, s'il y a un standard, ça veut dire que toute machine qui veut envoyer une information, en fait, avant de l'envoyer, elle va la mettre au niveau du standard et donc tout le monde comprendra tout le monde. En fait, à ce niveau-là, par exemple, dans l'exemple que je vais donner, il n'y a pas de standard, mais en fait, il y a ce qu'on appelle des langages pivots. Alors, il y a un langage pivot défini comme une norme qui est quasiment jamais utilisée. C'est l'ASNA. Je crois qu'on le note comme ça, il n'est tellement pas utilisé que je ne sais même plus comment on le note. Vous avez dans les couches OSI que vous voyez en réseau, vous avez en fait le langage XDR.
Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà, si on vous en a déjà parlé ou pas. Alors, en fait, il s'écrit lui comme ça. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. External data representation. Donc, c'est en fait c'est une représentation de données externes. Par exemple, dans le cours Corba, on verra un autre, enfin en tout cas dans le cours Hero, pardon, on verra un autre langage pivot qui est utilisé dans l'environnement Corba, qui est le Common Data Representation. En fait, il y a pas mal d'autres, il n'y a pas unicité de langage. Et vous avez en fait tout un ensemble de langages pivots qui existent et qui peuvent être utilisés. Alors, dans l'OS, vous avez aussi, j'enlève la notation, ça c'est un peu embêtant avec ce WebEx. En fait, il ne permet pas d'avoir la notation et quand on a la notation, ça prend la main. Bon, grave. Alors, le système d'exploitation, pour les systèmes d'exploitation, en fait, on a des API, donc là encore, des API, on va dire, qui sont oui, on peut dire que c'est des standards. Donc, on a différents API, des protocoles Internet pour appeler les échanges de messages en fonction de l'environnement. Alors, vous avez déjà, alors je ne sais pas si vous avez commencé à voir en réseau les sockets. Vous avez déjà commencé à voir les sockets? Non? Bon, pas grave. Donc, en tout cas, vous allez voir les sockets dans pas longtemps. Et puis, les sockets, c'est un peu bas niveau, mais ce qui est le plus utilisé, en fait, c'est tout ce qui est RPC pour Remote Procedure. Cool. Alors, on jettera un coup d'œil sur les RPC un peu plus tard. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vous avez aussi tout ce qui est langage. Ah oui, il faut que j'enlève tout ça. J'enlève la notation et comme ça je peux avancer. Voilà. Donc vous avez tout ce qui est langage de programmation avec donc les langages pivots de description de données comme ce dont je parlais plus loin, enfin plus haut, pardon. Et vous avez cette notion de middleware. Alors je vais déjà dire un mot sur le middleware, c'est un composant qui est très important. Bien sûr, on reviendra dessus, on mettra plus de temps à expliquer ça. Mais la notion de middleware, c'est qu'en fait, c'est de dire, si vous voulez écrire un algorithme distribué comme celui qu'on a vu tout à l'heure, il faut écrire, j'envoie un message, je reçois un message, si je reçois, voilà ce que je fais, ainsi de suite. Donc en fait, le traitement particulier de ce, on va dire, de l'algorithme. Mais il y a aussi toute la partie communication qu'il faut régler. Si on est sur des choses qui sont hétérogènes, ça veut dire que non seulement il faut écrire tout ce qui est métier, mais il faut écrire aussi tout ce qu'il faut pour que la communication se fasse correctement. Et donc, il faudrait savoir avec qui on va communiquer pour lui envoyer les choses adaptées à lui. Et donc, du coup, si on devait à chaque fois faire cet effort-là, soyez sûr que ça fait longtemps qu'on n'entendrait plus parler des systèmes distribués. C'est quelque chose qui est très lourd. Et donc, la solution, en fait, c'est de mettre des intermédiaires, des intergiciels, des middleware, donc on les appelle comme on veut. Et ces middleware, quelle est leur tâche principale? C'est que tout simplement, on va se décharger sur ces middleware tout ce qui est relatif justement à la communication et à la mise en conformité ou à la mise en conformité soit avec le standard, soit avec les langages pivots, mais en tout cas, ce sont eux qui vont devoir gérer cette partie, si vous voulez, communication avec l'extérieur. Et du coup, le programmeur, celui qui utilise tout ça, en fait, peut se focaliser uniquement sur l'aspect métier ou sur l'application métier qu'il est en train de traiter. Donc voilà, ça ce sont les 4 niveaux d'hétérogénéité et je pense que vu l'heure, on va s'arrêter là. On parlera de l'openness la semaine prochaine. Voilà, donc à moins que vous ayez des remarques ou des questions,
on peut nous arrêter là. Des questions, des remarques? Alors, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser aussi Moodle pour pouvoir envoyer vos messages ou directement par mail. Enfin, vous faites comme vous voulez. Voilà, merci à vous et donc bon appétit et à mercredi prochain, Inch'Allah.